Le monde n'est pas une série de boîtes séparées. C'est un flux constant d'idées, de découvertes et de systèmes. Bienvenue sur Flowit. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise aujourd'hui au XXIe siècle? Si on imagine encore une simple machine à cash, on passe à côté de l'essentiel. Parce qu'en ce moment même, des forces vraiment puissantes, qu'elles soient technologiques, mondiales ou sociales, sont en train de réécrire absolument toutes les règles. On va explorer ensemble cette transformation radicale. Voilà, cette idée-là, elle change tout. On oublie l'image de l'entreprise comme une forteresse isolée du monde. Aujourd'hui, il faut la voir comme un écosystème vivant, un organisme qui est en interaction constante avec ce qui l'entoure, qui l'influence et qui est façonné par lui en retour. C'est vraiment le point de départ de toute notre analyse. Ok, alors pour y voir plus clair, voici notre plan de route. D'abord, on va poser une nouvelle définition de ce qu'est une entreprise. Ensuite, on va décortiquer les 3 grands défis qui la secouent: la digitalisation, la globalisation et cette exigence de responsabilité. Et pour finir, on verra comment tout ça s'entrechoque dans un cas bien concret. Allez, c'est parti. Commençons par le commencement. Avant de se jeter dans les grands défis, redéfinissons notre sujet. On met de côté les vieux manuels d'économie. Qu'est-ce qu'une entreprise aujourd'hui? Le mot-clé ici, c'est vraiment system ouvert. Il faut s'imaginer l'entreprise non plus comme une boîte noire, mais plutôt comme un organisme vivant. Elle respire, elle échange avec l'extérieur, elle s'adapte sans arrêt. Et sa mission aussi, elle évolue. Il ne s'agit plus seulement de créer de la valeur, mais de la valeur durable. C'est une nuance énorme qui implique une vision à long terme. Bon, attaquons la première force qui est en train de tout redessiner, la digitalisation. Et attention, on ne parle pas juste d'avoir des ordinateurs ou des logiciels. Non, c'est une véritable révolution qui vient bouleverser les modèles d'affaires et changer les règles du jeu en profondeur. Il y a une petite distinction à faire ici, mais elle est capitale. La numérisation, c'est simple, on prend un document papier et hop, on le transforme en fichier PDF. La digitalisation, c'est autre chose, c'est beaucoup plus radical. C'est utiliser le numérique pour réinventer complètement un service, pour créer un modèle qui n'aurait tout simplement jamais pu exister avant. Et cette digitalisation, elle a donné naissance à un modèle économique redoutable, la plateformisation. Le principe est à la fois simple et génial. L'idée, ce n'est plus de posséder les biens, mais de contrôler la place de marché, le point de rencontre entre ceux qui offrent quelque chose et ceux qui le cherchent. L'entreprise ne vend plus un produit, elle devient le passage obligé. Prenez Uber, c'est l'exemple parfait, n'est-ce pas? Uber ne possède pas une seule voiture. Sa valeur, elle ne vient pas d'une flotte de taxis, mais de son application, de sa plateforme. C'est elle qui met en relation, de manière incroyablement fluide, des milliers de chauffeurs indépendants avec des millions de passagers. Passons maintenant à la deuxième immense transformation, la globalisation. Dans ce monde hyper connecté, les frontières commerciales s'effacent. Ça ouvre des opportunités gigantesques, c'est vrai, mais ça amène aussi son lot de défis et de risques complètement inédits. L'époque où un produit était fabriqué de A à Z dans la même usine, dans le même pays, eh bien, elle est globalement révolue. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est la chaîne de valeur globale. Chaque étape, de la conception à l'assemblage, est éclatée et placée à l'endroit le plus stratégique de la planète. On a créé une sorte de ligne d'assemblage mondiale. Et l'iPhone, c'est l'illustration la plus célèbre de ça. Le design, le cerveau, c'est en Californie. Mais les puces viennent de Taïwan, les écrans de Corée du Sud ou du Japon, et tout ce petit monde est assemblé en Chine. C'est ça, le visage de la production mondialisée. Mais alors, la question se pose. Comment une entreprise peut-elle réussir partout dans le monde sans pour autant devenir une machine sans âme qui propose la même chose à tout le monde? La réponse, elle tient dans une stratégie assez maligne, être glocal. L'idée, c'est de garder une marque et une vision globale, mais d'agir localement, en adaptant très finement son produit à chaque culture. McDonald's, pour ça, c'est un cas d'école. On trouve le Big Mac quasiment partout, oui, mais si on va en Inde, pas de bœuf. Le menu est adapté. En France, on trouve de macarons dans les McCafés. Au Japon, on peut manger un burger sauce teriyaki. C'est exactement ça, agir local. On en arrive à notre 3e et dernier grand défi. Et c'est une vague de fond qui devient de plus en plus puissante, l'exigence de responsabilité. Aujourd'hui, les clients, les employés, la société tout entière demandent des comptes. Les entreprises sont attendues au tournant et doivent justifier leur impact sur le monde. C'est tout le concept de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. L'idée de base, c'est qu'une entreprise moderne doit aller bien au-delà de ce que la loi lui impose. Il ne s'agit plus seulement de ne pas faire de mal, mais de chercher activement à avoir un impact positif sur la société et sur la planète. C'est un changement de posture.
Et la RSE, ce n'est pas juste l'écologie. Attention, ça repose en fait sur un équilibre entre 4 piliers. Il y a l'environnement, bien sûr, mais il y a aussi le social, c'est-à-dire le bien-être des employés et l'impact sur la communauté. Il y a l'économie, parce qu'il faut être viable. Et enfin, il y a la gouvernance, qui doit être transparente et éthique. Et il ne faut pas s'y tromper, la RSE, ce n'est plus juste pour se donner bonne conscience. C'est devenu un véritable levier stratégique. Une bonne politique RSE, ça permet d'attirer et de garder les meilleurs talents, ça fidélise les clients, ça aide à réduire les coûts et au final, ça rend l'entreprise beaucoup plus solide face aux crises. Ce n'est plus une option, c'est un avantage compétitif. Parfait. Maintenant qu'on a regardé ces 3 grandes forces, digitalisation, globalisation, responsabilité séparément, on va voir comment elles interagissent. Et pour ça, rien de tel qu'un exemple que tout le monde connaît et qui est une véritable collision de ces 3 mondes. Ce tableau, il illustre parfaitement le choc des cultures. D'un côté, le taxi traditionnel, de l'autre, Uber. Regardez bien, le modèle économique, le statut des travailleurs, la manière de créer de la valeur, tout est radicalement différent. La vraie rupture, elle est là. Uber ne vend pas une course en taxi. Uber vend une connexion, une expérience via son application et surtout, il capitalise sur la donnée. Uber, c'est donc la synthèse parfaite de ce qu'on vient de dire. C'est la digitalisation à l'état pur avec son modèle de plateforme, c'est la globalisation en action avec une start-up qui vient bousculer des marchés locaux ultra réglementés et bien sûr, c'est un cas d'école en matière de responsabilité qui a déclenché d'immenses débats sur le droit du travail et la concurrence. Finalement, la grande leçon, c'est que tout est une question d'équilibre. Pour réussir aujourd'hui, une entreprise doit être une sorte de jongleur. Il faut trouver le juste milieu entre l'efficacité à l'échelle mondiale et la finesse de l'adaptation locale. Et surtout, il faut réussir à aligner la performance économique avec un impact positif sur la société et l'environnement. Et cette triple transformation, loin de ralentir, ne fait que s'accélérer. La vraie question, ce n'est donc peut-être pas seulement de savoir à quoi ressemblera l'entreprise de demain, mais plutôt de décider quel rôle on veut qu'elle joue dans le monde qu'on est en train de construire. La réflexion ne fait que commencer. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, ma mission est remplie. La curiosité est la clé, alors ne vous arrêtez jamais d'explorer.